Une sonnerie d'annonce, puis la silhouette d'un homme de belle stature apparaît dans l'holobeam des Patterson. Ici le commandeur Shmoné Jameson de la deuxième brigade de Chimères. Ceci est un message pour Asara et F.S. Patterson. Votre fils Esrim et sa future union Sheva ont abandonné leurs Holloway dans le Downton Quarter. Je vous signale que ma brigade est actuellement à leur recherche. Si vous avez des informations à ce sujet à nous communiquer, vous pouvez contacter le brigadier Tishim Ferguson. Asara déclenche rapidement son Holloway afin de joindre Fs. Elle semble vraiment affolée. L'hologramme d'Fs apparaît instantanément. Fs, tu es occupé? Oui. Esrim a disparu. Comment ça a disparu? Oui, avec cette Sheva, ils ont abandonné leurs Holloway près d'un airpark du Downtown Center. Je sentais bien qu'elle était bizarre, j'avais raison. Ils ne sont pas partis pour Honeymoon, tu es sûr? Oui, le commandeur Jameson et sa brigade sont à leur recherche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Esrim a perdu la tête? Ou alors on l'aurait enlevé? Tu sais qu'il y a eu dernièrement des signalements de kidnapping en ville. Peut-être que cette Sheva opère pour les kidnappeurs du FOB, Friends of Biodiversity. Non, je ne pense pas. Ils étaient en plein downtown. Je suis certaine qu'ils ont sciemment abandonné leurs Holloway. Je crois que cette petite intrigante a entraîné mon Esrim chéri je ne sais où. Des personnes du FOB venant du No Man's Land et appartenant à la mouvance des écologistes radicaux ont récemment enlevé 2 enfants de l'upper class, considérés comme très dangereux par le gouvernorat. Ils déclenchent leurs actions brutales la nuit aux lisières des mégalopoles. Asara se met à pleurnicher. Ça va, ma chérie, ne dramatise pas, je m'en occupe. Je vais tout de suite contacter le commandeur, je le connais. Et s'il le faut, j'irai rendre visite au gouverneur Chevin Johnson. C'est un ami, tu le sais. Entendu, mais fais vite. Je suis follement inquiète. Je te tiens au courant. Ramishim tourne en rond dans le Home Lab. Mea et Arba sont assises près du matériel. Les 3 scientifiques ont méthodiquement démonté et placé dans des caissons étanches les 2 merveilles technologiques Ubiquiti et Reconstructor. Ils ont laissé leurs Holloways en haut, comme d'habitude, avant de descendre au Home Lab. Ils sont inquiets car logiquement Esrim et Sheva devraient déjà les avoir rejoints. Les dernières transmissions des puces Cam et Earring avant démontage d'Ubiquiti ont démontré qu'ils étaient tous les deux dans l'aircar en direction du labo d'Esrim. De plus, Ramishim a perdu le contact avec Shivim sur le Hidden Net. En conséquence, la décision de partir urgemment sans attendre Esrim et Sheva s'impose aux 3 scientifiques. Mea pose la question que tous ruminent. Pourquoi Esrim n'a envoyé aucun message pour prévenir de leur arrivée? Arbas s'était prévu comme cela, non? Oui, il devait m'envoyer un message me signalant leur départ depuis son labo par un canal du Hidden Net. Mais je n'ai rien reçu, sans doute à cause de l'impossibilité pour Shivim d'ouvrir un canal. Il n'a peut-être tout simplement pas pu passer à son labo. Peut-être. Mais que Shivim soit injoignable aussi est d'autant plus inquiétant. Un événement imprévu a dû se produire. Esrim a peut-être révélé la vérité à Sheva, auquel cas elle aurait eu une réaction imprévisible. Tu crois? Si c'est le cas, nul ne sait ce qui peut advenir. Visiblement très énervé, ne pouvant plus masquer sa vive inquiétude, Ramishim lâche d'un ton ferme. Nos supputations sont maintenant bien inutiles. Quoi qu'il en soit, nous sommes en danger. Alors il faut partir au plus vite. Nous ne pouvons prendre le risque d'attendre plus ici. Je m'en vais prévenir le vieux Macpherson que nous décampons. Commençons à transférer le matériel dans l'aircar. Une fois cette tâche terminée, nous embarquerons sur le bateau à la tombée de la nuit. Esrim connaît la localisation de notre future installation sur l'île Adams. Il faut espérer qu'il s'en souvienne au mieux. Ma chérie, je lui en ai parlé, non? Oui, je m'en souviens. Mais ne vaudrait-il pas mieux lui laisser un indice afin qu'il soit certain que nous nous rendons bien à l'endroit prévu? J'y ai pensé, mais ce serait courir le risque que la brigade de chimères puisse découvrir cet indice. Exact. Alors, ne perdons plus de temps. Ramishim et Mea commencent à s'occuper de charger le matériel tandis qu'Arba part prévenir Macpherson. Le vieux pêcheur a déjà été mis au courant de se tenir prêt à tout moment. Pourquoi a-t-il accepté de leur rendre ce dangereux service? Bien entendu, ils lui ont promis une rémunération à la hauteur du risque encouru. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Le vieux pêcheur déprime et se cherche une raison de continuer à vivre. Alors il s'est enthousiasmé lorsqu'Arba et Ramishim lui ont dévoilé leur projet. Le risque qu'il devra prendre pour aider ses amis provoque chez lui un regain d'enthousiasme.
L'Erker atterrit une dernière fois devant le ponton, peu après la tombée de la nuit. Il a fallu effectuer plusieurs allers-retours pour charger le matériel à bord du bateau. Le chalutier de Macpherson les attend dans un balancement nonchalant. Cet endroit se situe à l'écart de la base et des habitations d'Aubagne. Ils attendent avant de partir que le drone de surveillance passe. La mer est étrangement calme et la météo clémente. Toutes les conditions semblent réunies pour s'échapper. Julius, on te présente notre cousine Méa. Elle part avec nous. Bienvenue à bord. Puis s'adressant à Arba. Mais ne deviez-vous pas emmener avec vous 2 autres personnes? Ils nous rejoindront plus tard. Vous comptez sur moi pour les amener? Ce serait trop dangereux pour vous, Julius. Non, ils devront se débrouiller autrement. Ok, je vais déconnecter tous les appareils qui permettent de nous repérer. Ensuite, nous partirons rapidement. Julius Macpherson est un des derniers habitants à porter un ancien prénom usité avant l'ère Lifetime. Il est aussi le seul sur Rakura à ne pas être obligé de porter un Holloway. Ce privilège lui a été accordé suite à une demande spéciale de son ami, le responsable du labo Lifetime d'Aubagne. Et puis, il n'y a aucun réseau en mer. Les 3 scientifiques ont laissé leurs Holloway allumés à la villa. Ramishim revient au bateau après avoir dissimulé l'Erker non loin du ponton, afin qu'on ne le repère pas facilement du ciel. Le pêcheur scrute l'horizon et prévient ses passagers avec son langage si particulier, de vieux marin. On aura sûrement du clapot en naviguant vers le sud. Ramishim s'inquiète, c'est-à-dire? Ça risque de gîter. Beaucoup de vent aussi. L'avantage, c'est que les drones ne pourront pas trop s'éloigner de la côte. Moi, j'en ai vu d'autres, mais faudra vous mettre à l'abri dans la cale. Le bateau s'ébroue. Son antique moteur se met en route péniblement. Macpherson possède le dernier chalutier à moteur thermique. Il fabrique lui-même son carburant à base de végétaux. Le Rafio s'éloigne alors lentement du ponton d'amarrage. Il s'enfonce dans la nuit océane, toute lumière éteinte. Le pêcheur se dirige à l'aveugle grâce à sa parfaite connaissance des lieux. Il pousse enfin les gaz au maximum au bout d'1 mille marins. La côte d'Aubagne disparaît alors rapidement derrière eux. Aucun bruit, hormis le moteur et les vagues frappant la coque, ne se fait plus entendre. Le ciel est opaque et sans lune. La navigation s'effectue sans aucun repère spatio-temporel. L'effet est assez terrifiant, d'autant plus que les fugitifs naviguent droit vers un territoire sauvage et inconnu. Les scientifiques se demandent comment Macpherson se débrouille pour s'orienter. Plus tard, apparaît à l'horizon tribord une lueur dans la nuit. Elle semble assez lointaine, mais le pêcheur décide tout de même de stopper le moteur. Tout le monde sur le pont est aux aguets. Il ordonne. Pirates à tribord, allongez-vous sur le pont. Le moindre reflet d'une de vos combinaisons nous ferait repérer. Macpherson chuchote. La peur se lit sur les visages et l'angoisse s'entend dans les respirations haletantes. Allongés sur le pont, ce moment leur paraît une éternité. Ils sont loin maintenant. Vous pouvez vous relever. Arba pose la question qui taraude les 3 scientifiques. Et si on les croise en plein jour, comment ferons-nous? Il n'y a pas de risque, car au lever du soleil, nous serons très loin de la côte et les pirates s'aventurent très rarement en haute mer, surtout par ici, où il n'y a rien d'intéressant pour eux. De quoi vivent-ils alors? Comme moi, de la pêche pour se nourrir, mais aussi de la pêche au trésor. Ils se mettent à rire très fort. Sur des navires engloutis lors des 7 guerres. Que font-ils de leurs trouvailles? Ils partent vers les rivages du monde religieux et ils troquent leurs trouvailles contre des objets de confort et aussi du bétail. Du bétail? Oui, des animaux pour manger. Alors ce sont de vrais sauvages. Arba et Remishim rigolent en pensant à l'incongruité de la démarche des pirates. En effet, pour les gens du monde technologique, tout ce trafic leur paraît absurde et désuet. Pour eux, il s'agit d'un monde disparu depuis longtemps. Parler et rire ensemble enlève un peu de leur stress et de leur angoisse. Ils ne sont pas si dangereux alors? Si, très dangereux, détrompe-toi, surtout avec les personnes de notre monde. J'ai eu une fois affaire à eux. Je ne dois la vie qu'à la chance et aussi à l'agilité de mon vieux bateau. S'ils te tombent dessus, ils te tuent sauvagement avant toute discussion pour te dépouiller ensuite, et même te manger. Des cannibales? Quelle horreur!